Historiquement, en fait, ni le nucléaire, ni les nouvelles énergies renouvelables, éolien et solaire, n'ont remplacé les fossiles. C'est-à-dire les deux se sont rajoutés à des consommations fossiles croissantes. Il y a eu des pays où, localement, ça a remplacé. Par exemple, en France, la génération électrique, avant les chocs pétroliers, était faite pour partie avec du pétrole. Et le programme nucléaire a remplacé une partie de cette génération électrique. Donc en France, il y a vraiment eu une substitution. Mais si je regarde macroscopiquement à l'échelle mondiale, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le nucléaire s'est développé, toutes les énergies se sont développées les unes sur les autres. En fait, c'est ça qui est paradoxal. L'hydroélectricité s'est aussi développée en plus du gaz, du pétrole et du charbon qui augmentaient, enfin tout. C'est ce qui est un peu perturbant. Et alors donc la question maintenant, c'est si on dit qu'on va tripler l'énergie nucléaire, est-ce que en tant que telle, c'est une garantie qu'on va faire moins de fossiles? La réponse est non. Donc en fait, la vraie déclaration aurait dû être, on va tripler et virgule, on s'engage derrière à virer tant de charbon, tant de gaz, parce qu'au pétrole, il n'y en a plus dans la production électrique. Voilà. Ça aurait été un argument, j'ai envie de dire, inattaquable climatiquement. Le simple fait de dire on va tripler, on peut espérer que ça va remplacer pour partie du charbon et du gaz, mais on ne peut que l'espérer. Voilà. Après, si on regarde d'un peu plus près, vraisemblablement que sur le gaz, la production, pour des raisons géologiques, devrait passer par un maximum avant 2050. Pour le moment, les dates qui circulent dans les milieux que je fréquente un peu, c'est 2030, plus ou moins 10 ans, on va dire. Ce qui veut dire que... mais c'est pas par volonté climatique. C'est juste parce que il faut des dizaines de millions d'années pour faire du gaz, donc une fois qu'il n'y en a plus dans le sous-sol, il n'y en a plus dans le sous-sol. Mais c'est voilà. Donc pour que l'engagement ait vraiment force, j'ai envie de dire climatique, il aurait fallu le compléter. Après, on remarque que ça ne fait également qu'entériner des orientations qui existent déjà. La France a déjà pris la décision d'augmenter ses capacités nucléaires. Jade va vous interroger. Les Pays-Bas, qui font partie des signataires, ont déjà pris la décision. La Grande-Bretagne a déjà pris la décision. La Chine a déjà pris la décision. Et les Émirats Arabes Unis ont déjà pris la décision aussi, puisqu'ils ont déjà une centrale nucléaire. Donc en fait, il y a quelques pays qui n'ont pas de réacteurs sur leur sol, qui font également partie des signataires. Mais globalement, l'essentiel des signataires, ou des gens qui ont pris cet engagement, comme pour le climat, ils entérinent quelque part quelque chose qui existe déjà. Jade. Alors, vous faites partie des personnes qui considèrent que le nucléaire fait partie de la solution pour réduire les gaz à effet de serre, suffisamment pour limiter le changement climatique, le réchauffement. Si on écoute ce que vous faites, les scientifiques du climat, ils nous donnent comme limite temporelle 2025 en disant, idéalement, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre connaissent un pic d'émissions en 2025. Donc ça veut dire commence à baisser à partir de 2026. Maintenant. Donc c'est-à-dire maintenant, si on veut que limiter la hausse des températures à 1,5 degré, qui est un des objectifs qui figurait dans l'accord de Paris de 2015. Donc on a un temps d'action qui est extrêmement limité, c'est-à-dire qu'il faut agir tout de suite, urgemment. Or, développer de nouvelles capacités nucléaires, ça prend du temps. Et si on reprend l'exemple de la France que vous donniez, l'annonce de la relance de ce programme nucléaire, nouveaux EPR, au plus tôt du plus tôt, c'est pour dans 10 ans. Ces nouveaux réacteurs. Si on compare ces deux temporalités, agir tout de suite, disponible dans 10 ans, en fait, à quoi ça sert de mettre de l'argent et de développer des capacités de production d'électricité qui seront prêtes après la bataille? Alors, beaucoup de questions dans la question. On va déplier. Il y a beaucoup de questions dans la question. D'abord, mon soutien historique à l'énergie nucléaire, il doit se mettre avec une virgule. C'est virgule si on ne veut pas que ce qu'on a coutume d'appeler le pouvoir d'achat s'effondre de trop. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de ne faire que de l'éolien, que du solaire, plus de fossiles, plus de nucléaire, mais il faut bien comprendre que la contrepartie, c'est un pouvoir d'achat qui diminuera beaucoup plus vite. Parce que ça limitera beaucoup plus fortement la quantité de machines qu'on pourra mettre au travail. Et aujourd'hui, voilà, donc il y a quelque part une préoccupation sociale dans ce que je raconte. Même si aujourd'hui, ça coûte de moins en moins cher de produire de l'électricité avec les. Il ne faut pas rajouter une question de plus. J'ai déjà essayé de répondre à la question. J'ai déjà essayé de répondre à la question. On reviendra à la question d'argent après. Ouais. Donc la temporalité, agir tout de suite et près dans 10 ans. Ensuite, il faut bien voir que avec le nucléaire, ce qui est compliqué, c'est de faire une centrale. Par contre, faire fonctionner un réseau avec du nucléaire, c'est très simple.
Avec des éoliennes et du solaire, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire faire un panneau ou faire une éolienne, c'est simple. Faire un réseau complet avec que ça, c'est très compliqué. Du reste, personne n'y arrive pour le moment. Un réseau d'électricité. Oui, puisque l'Allemagne aujourd'hui, par exemple, juste pour donner un exemple, l'Allemagne avait 100 gigawatts. Dans un réacteur nucléaire, sa puissance c'est à peu près 1 gigawatt. D'accord. L'Allemagne avait 100 gigawatts de puissance pilotable électrique en 2002. C'est-à-dire, si j'ajoute ce qu'il y avait en charbon, en gaz, en nucléaire, en hydroélectricité, c'est-à-dire des centrales où je tourne le bouton et j'en ai plus, en gros, hein, j'ai pas besoin qu'il y ait du soleil, j'ai pas besoin qu'il y ait du vent, il y avait 100 gigawatts. En 2022, il y avait toujours 100 gigawatts de puissance pilotable, auxquels ils ont rajouté à peu près 150 gigawatts d'éolien et de solaire. Et ils ont été obligés de garder la puissance pilotable, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un backup. Quand, typiquement, en ce moment, si vous avez regardé, par exemple, ce qui se passe en Allemagne là, depuis quelques jours, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, et on est en conditions anticycloniques, c'est pour ça qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, le facteur d'émission de l'électricité allemande, ces derniers jours, était quasiment aussi élevé que celui de la Pologne. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, et on ne sait pas stocker des grandes quantités d'électricité en intersaisonnier. C'est-à-dire, on sait le faire dans la journée, il n'y a pas de problème, avec des batteries. J'ai le soleil la journée, j'allume mon frigo la nuit, ça pose pas de problème. Par contre, j'ai plein de soleil en juillet et je veux consommer cette électricité en novembre, ça c'est très compliqué aujourd'hui, personne ne sait faire ça à large échelle. Donc ce qui est compliqué avec les renouvelables, c'est de faire fonctionner un système complet grâce à ça. Et la bonne question, c'est si je veux un système complet, est-ce que j'irai plus rapidement avec du nucléaire ou est-ce que j'irai plus rapidement avec des renouvelables ? Mais je parle bien d'un système complet. Ouais. C'est ça la difficulté. Alors après, évidemment, on peut avoir des nuances de gris. Par exemple, tant qu'on garde les centrales à gaz et à charbon européennes, rajouter des éoliennes et des panneaux solaires, ça permet de moins s'en servir et donc ça fait baisser les émissions. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Mais ça ne permet pas de viser un système totalement débarrassé du gaz et du charbon, parce que pour ça, on a besoin de supprimer totalement les capacités pilotables que pour le moment on a en backup, et de les remplacer par autre chose. Et encore une fois, je dis, pour le moment, il y a des scénarios qui disent on peut peut-être y arriver, il n'y a pas de démonstration par les faits, et en fait les mêmes qui font les scénarios le lundi vous disent le mardi, Hartung, il y a 4 conditions à remplir pour que ça fonctionne et on n'est pas du tout sûr d'y arriver. Ok, mais ça répond pas. Ok. Ça ne répond pas à la question du délai. Agir maintenant parce que le délai, des centrales prêtes dans 10 à 12 Oui, mais parce que ce que je suis en train de répondre, c'est que ce même argument se retrouve pour la production décarbonée à base de solaire et d'éolien. C'est le même argument. À terme, c'est-à-dire que si ça met 10 ans de construire la première centrale, puis après qu'on sait les construire une tous les 4 ans, parce que vraiment on a vraiment la trouille et qu'on se dépêche, bah, il faut regarder le plan complet, parce que construire un réacteur, on s'en fout, il n'y a aucun intérêt de construire un réacteur. Oui, d'ailleurs là il y en a 14. D'accord, ouais. C'est où on en construit 50 ou on s'amuse avec un, mais je veux dire, bon. Alors, si on regarde le système complet, d'abord il y a un premier truc qu'on peut faire, c'est de prolonger les réacteurs existants, donc ça donne du temps. Quoi qu'on fasse derrière, qu'on fasse des éoliennes, qu'on fasse des réacteurs, etc., de toute façon, ça donne du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est techniquement faisable. Alors, ça ne sera pas faisable statistiquement sur les 50 réacteurs qu'il y a. Il y en a bien 1 ou 2 qu'on va devoir arrêter avant 60 ans, ou 3 ou 4, j'en sais rien. Mais il y en a un certain nombre, probablement la grosse majorité, qu'on va être capable de faire fonctionner à 60 ans. Et même un certain nombre qu'on pourra faire fonctionner encore plus loin. Parce qu'il faut savoir qu'un réacteur, le mode de fonctionnement, c'est tous les 10 ans, la SN passe chez vous et vous dit, je regarde, etc., à quoi ça ressemble votre truc ok, je vous signe, ou je vous signe pas, pour 10 ans de plus, ou je signe, ce qui est en général ce qu'ils font, à condition que vous me changiez ceci et cela. Voilà, c'est en général comme ça que ça marche. Et mais eux, on les a déjà, ces réacteurs-là. Oui, on les a déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on peut les garder. Et il y a 10 ans, on n'envisageait pas de les garder aussi longtemps. Voilà, c'est juste ça mon propos. Et pour ce qu'on va faire derrière, en fait, le vrai sujet, c'est pas tant ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, c'est qu'est-ce qui va se passer entre 2050 et 2100. C'est ça la vraie question. Parce que si on veut un système durable, on l'arrête pas en 2050. On va pas vous dire, moi j'ai un plan pour en 2050. En 2050, vous serez encore vivant. Hein. Moi, c'est pas sûr, mais vous, oui. Puis en 2051, je vous dis pas ce qu'on fait. Je vous dis pas si on sera capable. Bon, évidemment qu'on doit regarder plus loin. Donc, la vraie nucléaire, ça permet de voir plus loin, c'est ça ? Mais tout, parce que pour l'éolien et le solaire, c'est pareil. Aujourd'hui, pour faire un système éolien et solaire, un réseau électrique avec de l'éolien et du solaire, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin d'or, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'étain, etc. Rien de tout ça ne se trouve en France aujourd'hui. Donc, réfléchir à 50 ans, ça demande de postuler sur qu'est-ce qui restera de la mondialisation, par exemple, à ce moment-là. Est-ce qu'on aura toujours la facilité à importer en grande quantité ? Bon. Et aujourd'hui, ces exercices ne sont pas faits. D'accord ? C'est juste ça que je voudrais dire. Donc, on a une fausse impression
de scénarios faciles d'un côté et risqués de l'autre, alors que moi, ce que je dis simplement, c'est toutes les paris qu'on va pouvoir faire pour l'avenir comportent des risques. Tous, absolument tous. Et ce qui est difficile, parce que c'est compliqué dans un débat public de faire de l'arbitrage de risque, les gens ne sont pas habitués à ça, il faut bien expliquer, c'est long, c'est technique, voilà. Mais en fait, malheureusement, on arrive à une époque où tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est de l'arbitrage de risque. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce que... Bah, pour le Donc il y a coup, plein de risques. Un risque mais c'est un risque peut-être politique ou social, Jean-Marc Jancovici, avec ce que vous décrivez, c'est-à-dire, en gros, on garde les réacteurs nucléaires qui peuvent être prolongés peut-être jusqu'à 60 ans. Et on laisse arriver ces nouveaux réacteurs tout en ayant ces renouvelables. Et puis on voit à quel moment est-ce que jusqu'à quand on arrive à piloter tout cela de façon à ce que ça puisse tenir la production d'électricité nécessaire. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en gardant ce système, en fait, en gros, de garder à peu près ce qui est déjà en place, alors qu'en fait, si on écoute le GIEC, mais même aussi l'Agence internationale de l'énergie, les experts, toutes les intelligences qui réfléchissent aujourd'hui aux enjeux de la transition énergétique et de la crise climatique, et qui disent qu'il faut quand même changer énormément de choses, et même vous-même, d'ailleurs, vous parlez parfois de révolution, c'est une révolution qu'il faut faire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'envoyer un message contre-intuitif, contradictoire? Il faut tout changer, mais en fait, c'est bon, on peut garder ce qu'on a déjà. Et est-ce que là, on n'a pas un message qui est un message trompeur, en fait, pour une société, de lui laisser penser qu'on peut continuer comme avant? Alors ça, on l'a dans tous les domaines. Faut des bâtiments plus performants, mais on ne va pas tous les casser et les reconstruire. Donc on va quand même garder pour une large part ce qu'on a déjà, juste on va les améliorer. Faut circuler à vélo, mais on va quand même pas changer les routes, on va garder les routes. Mais tant qu'on garde les routes, on pourrait être tenté de circuler en voiture. Donc en fait, ce problème-là, on l'a avec toutes les infrastructures qu'on a bâties jusqu'à maintenant et dans lesquelles on va avoir besoin de faire du tri, c'est-à-dire certaines peut-être les abandonner, d'autres profondément les modifier, d'autres les garder à peu près en l'état, mais pas s'en servir de la même manière. Et c'est clair qu'on a cette question à se poser dans énormément de domaines. Hein. Et est-ce que c'est pas finalement la force aussi de la décision allemande qui a été si décriée en France, de décision de sortie du nucléaire en 2011, l'Energiewende? Est-ce que ça n'a pas été la grande force de cette décision que de marquer une rupture historique, sociale, énergétique, et de dire à une société, en fait, on avait une source de production d'énergie, on la laisse tomber, on passe à une autre époque. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui en France pour mettre en action la société? Quand vous regardez les chiffres, l'Energiewende n'a rien changé à la trajectoire de consommation d'énergie en Allemagne, strictement rien. Ça n'a strictement rien changé à la... Je réponds, j'ai regardé les chiffres. Hein. Ça n'a rien changé à la trajectoire de consommation électrique, absolument rien. Les Allemands continuent à avoir d'énormes bagnoles et à être contre les limitations de vitesse sur les autoroutes. Ils continuent à avoir de l'industrie lourde dont ils font la promotion autant qu'ils peuvent. Je veux dire, ça n'a strictement rien changé à la mentalité allemande, absolument rien. La seule chose que ça a changé, c'est qu'ils ont émis plus que ce qu'ils auraient pu émettre en abandonnant le charbon et en gardant le nucléaire. Donc je continue, j'ai dit que cette décision était une erreur, je persiste et signe, les Allemands, c'est une erreur, et je finis. Et en plus, ils nous empoisonnent, parce que les centrales à charbon, ça fait des particules fines, et les particules fines des centrales à charbon contribuent à tuer quelques milliers de personnes par an en Europe, donc la décision allemande n'a aucune vertu. Ils ont quand même beaucoup d'énergies renouvelables qui se sont développées. Et alors, ils auraient pu les mettre en plus du nucléaire, où est le problème ?